Bonjour, dans cette nouvelle playlist, je vous propose de suivre la formation en cybersécurité de l'Université Bretagne Sud. Cette formation est disponible gratuitement et surtout, elle est libre de droit. Cette formation, on la trouve sur le site France Université Numérique. Donc ici, je présente le cours sur les défis et l'enjeu de cybersécurité. Donc il y aura plusieurs vidéos dans le cadre de cette formation pour pouvoir mettre un pied dans la cybersécurité. C'est parti. Nous passons maintenant à la troisième séquence de notre première semaine du MOOC cybersécurité. Et cette troisième séquence va se diviser en deux sous-parties. Nous allons d'abord nous intéresser aux pirates et ensuite aux différentes techniques d'attaque. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête que nous-mêmes, nous sommes à la fois vecteurs et victimes d'attaques. Je me rappelle, il y a quelques mois, un adolescent français qui a été condamné parce qu'il avait cyberharcelé plusieurs personnes. Il a dit, mais c'est pas grave, c'est sur Internet. Comme si, sur Internet, ça ne comptait pas. Nous-mêmes, parfois, nous avons tendance à nous laisser un peu aller sur les réseaux sociaux, en utilisant des mots parfois très durs, qu'on n'utiliserait pas forcément dans la vraie vie. Et donc, des fois, sans vouloir, sans le savoir, nous pouvons être vecteurs, nous-mêmes, d'attaque. En particulier contre d'autres personnes. C'est ce qu'on voit apparaître à l'image. Malheureusement, à l'école, il y a toujours eu des enfants qui ont été harcelés. Maintenant, ce qui change fondamentalement avec le cyberharcèlement, c'est qu'auparavant, l'enfant, lorsqu'il rentrait à la maison, il pouvait considérer qu'il était revenu dans une ambiance sécurisée. Il n'y a plus personne qui l'embêtait. Maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, c'est 24 heures sur 24. L'enfant, l'adolescent, ne s'en sort plus. Et il y a malheureusement de plus en plus de suicides liés au cyberharcèlement. Donc soyons tous, ensemble, particulièrement vigilants par rapport à tout cela. Au bout du bout, il y aura toujours des personnes humaines, soit vecteurs, soit victimes d'attaques. Je parlais de personnes humaines. Ce qui est également fondamental d'avoir à l'esprit, c'est que les pirates vont beaucoup s'appuyer sur notre propre psychologie. C'est ce qu'on appellera, dans le jargon, l'ingénierie sociale. On va utiliser des moyens purement psychologiques pour mener ou amener à une attaque informatique. C'est globalement ce qu'on appelle le phishing. Le pirate, il est pas bête. Pourquoi s'embêter pendant des heures et des heures à essayer de casser un système ultra sécurisé, alors qu'il suffit peut-être simplement de demander à quelqu'un l'information dont il a besoin. C'est de nouveau au titre personnel, tous ces mails un peu bizarres qui nous demandent de cliquer sur des liens, etc. Et ensuite, de remplir nos identifiants bancaires. Et là, on est piégé. Il y a vraiment de l'humanité derrière tout cela, de la psychologie humaine. Et même le pirate ne va pas hésiter à demander directement vos mots de passe, vos identifiants. Mais il aura fait par exemple tout un travail de préparation sur les réseaux sociaux, de création d'un lien de confiance. Et donc, sa demande va peut-être paraître complètement naturelle. Je me rappelle d'un exercice qui avait été mené au Pentagone il y a quelques années. Les gens qui menaient l'exercice, la Red Team, comme on dit, les attaquants, il y a un moment, le gars s'est dit, finalement, le plus simple, je vais appeler une personne, je vais lui faire croire que je suis le responsable informatique, je vais lui demander identifiant et mot de passe. Eh ben oui, ça a marché. La personne a immédiatement donné son identifiant et son mot de passe. Et c'était parti. Donc de nouveau, j'insiste, et j'insiste sans doute un peu lourdement, le pirate va d'abord passer par notre propre psychologie. Pourquoi s'embêter à mener une grosse attaque technique, alors que le plus simple, c'est encore de demander directement les informations dont il a besoin. Alors le pirate, c'est qui ou c'est quoi? Tout d'abord, le pirate, ça peut être une personne individuelle. L'adolescent de sa cave ou de sa cuisine ou de sa chambre qui attaque le Pentagone, ce n'est pas que de la science-fiction. Début 2019, il y a eu une attaque sur un grand nombre de personnalités politiques allemandes. Donc au début, on a cru que c'était organisé, voire que ça venait d'un État. Eh ben non, c'était un adolescent allemand de 19 ans qui avait décidé de s'en prendre aux données et à ces personnalités politiques allemandes. Donc ça peut être un individu, une personne. C'est de plus en plus souvent un groupe ou une organisation. Ce qu'on constate, c'est que les pirates s'organisent pour se répartir les tâches. Il y a ceux qui vont imaginer le malware, le virus. Il y a ceux qui vont imaginer toute la partie ingénierie sociale, on l'a évoqué tout à l'heure.
il y a ceux qui vont mener l'attaque par déni de service, etc., etc. Il y a une vraie répartition du travail parmi eux. Et enfin, le ou les pirates, ça peut être directement un État. Évidemment, pour par exemple des raisons d'espionnage, mais aussi, de plus en plus fréquemment, pour influencer les opinions. C'est ce qu'on appelait historiquement la propagande, et qu'on appellera plutôt aujourd'hui les fake news. Donc les fake news peuvent venir de personnes, de groupes, voire d'États, qui vont influencer sur l'opinion publique. Rappelons-nous tous les débats autour des dernières élections américaines, la première élection de Donald Trump. Organisation, personne, État. Et lorsque on insiste un peu sur l'État, le gros avantage d'une cyberattaque pour un État, c'est que c'est extrêmement difficile de prouver d'où vient l'attaque. On dit, bah tiens, ce sont les Russes, ce sont les Chinois, ce sont les Américains. Mais c'est extrêmement dur à prouver. Parce que là, on en revient à la notion d'organisation. Il y a des groupes organisés, que très souvent on peut estimer téléguidés par des États. Mais, comme je le disais, c'est presque impossible à prouver. On a simplement un certain nombre d'indices. Quelles sont les motivations et les types de pirates? Tout d'abord, historiquement, il y a le hacker, le pirate. Sa logique à lui, c'est une logique de défi. Il faut se mettre dans le contexte des débuts d'Internet et de l'informatique au sens large. Nous sommes au milieu des années 60 aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans un contexte universitaire. Nous, à l'université, nous devons absolument communiquer avec le reste du monde. Il y a une vraie notion d'échange entre universités. Et bien, dans le milieu des années 60, les universités de la côte Est et de la côte Ouest voulaient communiquer entre elles. C'est le début d'Internet. Mais les ordinateurs, ils prenaient un, voire plusieurs étages à eux tout seuls. Donc l'allocation de la ressource était extrêmement distribuée, répartie. Donc l'étudiant, lui, disposait de très peu de temps d'ordinateur. Donc il a voulu s'en attribuer plus. Et donc il a commencé à pirater le système de son université pour s'attribuer plus de ressources. Donc d'abord, la notion de défi. Je veux rentrer dans un système qui est sécurisé. Montrer que j'en suis capable. Je peux le faire. La deuxième motivation des pirates, c'est le activiste. Le pirate qui a des motivations politiques. Vous avez sans doute tous entendu parler des Anonymous. Leur première action d'éclat, ça a été contre l'église de Scientologie et Tom Cruise. Je veux, par les nouveaux moyens, en particulier par Internet, diffuser un message politique ou alors remettre en cause un certain nombre d'éléments politiques qui pourraient déplaire. On revient à l'église de Scientologie. Ou alors pointer du doigt un certain nombre d'éléments qui peuvent être sujets à débat, ou remettre ce débat au cœur de l'actualité. En particulier, par exemple, contre les États peu démocratiques. Donc l'activiste, c'est le pirate qui a des motivations politiques. Le pirate ou le groupe de pirates. De nouveau, les Anonymous, les plus connus. Le whistleblower, c'est quoi en français? C'est le lanceur d'alerte. Typiquement, c'est Edward Snowden. Vous avez sans doute déjà entendu parler de lui. Il a dénoncé les programmes de surveillance massive d'une agence de renseignement américaine, la NSA, qui avait industrialisé à l'échelle du monde l'écoute de pays et de dizaines de millions de gens, en particulier, en tout cas disait-il, pour la lutte contre le terrorisme. Whistleblower, lanceur d'alerte, je diffuse au monde entier des éléments sur tout ce qui se passe dans Internet, des éléments que certains auraient voulu garder cachés. Et enfin, et c'est massif aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation, c'est une vraie problématique, le cybercriminel. Celui qui en veut en particulier à notre argent en tant qu'individu, en tant que personne, mais également l'argent des entreprises, des banques, etc., etc. Le hacker, le défi, le activiste, motivation politique, whistleblower, le lanceur d'alerte, le cybercriminel qui arrive massivement aujourd'hui. Nous arrivons au bout de cette première séquence, cette première semaine autour de la cybersécurité, et j'espère que vous êtes encore très nombreux avec moi. Parce qu'on va se poser maintenant la question du so what. À quoi ça sert tout ça? Je parlais de pirates, de piratage, etc. Eh ben, quelles peuvent être les conséquences pour moi ou pour mon organisation? Tout d'abord, j'ai envie de dire, il faut être aware. Rappelez-vous, JCVD, Jean-Claude Van Damme. Très souvent, dans ses interviews, il disait « il faut être aware » ou « je suis aware ». J'ai conscience d'eux. Il faut avoir conscience d'eux. Eh bien, en cybersécurité, il faut avoir conscience de la réalité de la menace. La menace, elle existe, elle est permanente. Avoir toujours ça à l'esprit, être aware.
Deuxième élément qu'il faut avoir toujours à l'esprit, c'est que la menace, elle évolue en permanence et elle est protéiforme. On va donc la retrouver partout. Le pirate, il n'est pas bête, il connaît tous les ressorts de la psychologie humaine. Il va être là où les gens sont. Les gens sont sur les réseaux sociaux, le pirate va passer par les réseaux sociaux. Un gros vecteur d'attaque aujourd'hui, c'est Facebook Messenger. Je reçois un message sur ce canal, je pense que c'est un ami, je clique dessus et c'est parti. La menace évolue en permanence en fonction de là où nous sommes. Et enfin, mais c'est peut-être un peu plus compliqué, il faut être aware de ses propres vulnérabilités. Comment est-ce que moi j'utilise l'outil Internet? Si j'ai une utilisation, je mets des guillemets, de bon père de famille, je vais avoir moins de menaces que si je suis en permanence sur tous les sites de partage de torrent, tous les sites de piratage de films. Évidemment, parce que personne ne sait vraiment, dans les films que vous avez téléchargés de façon illégale, tous les malwares qui pourraient installer dessus. Donc le être aware, j'ai conscience d'eux, c'est la première étape. Et c'est pas si compliqué que cela. Ensuite, toujours dans le so what, qu'est-ce que je fais? Eh ben, il y a l'hygiène de base. Et l'hygiène de base, ma foi, de nouveau, c'est pas si compliqué. Tout d'abord, avoir à l'esprit que la menace informatique, les attaques, elles s'adressent à tous les outils électroniques. Ordinateurs, smartphones et tablettes. En fin d'année dernière, la première recherche en France sur Google, on vient de dépasser les 50%, ça va être à partir du smartphone. Ordinateur, smartphone, tablette et de plus en plus, tout ce qui est objet connecté. L'attaque s'adresse à l'ensemble du panel de ces objets numériques. Alors vous allez me dire, c'est évident, mais vous seriez surpris par le nombre de Français qui ne mettent même pas un mot de passe sur l'ordinateur ou un verrouillage sur leur smartphone. Ils perdent leur téléphone portable dans la rue, et ben c'est comme s'ils perdaient toute leur vie. On a tout maintenant sur cet outil. Ses mails, ses SMS, ses comptes bancaires, ses réseaux sociaux, etc., etc. Donc pensez à mettre un mot de passe ou un verrouillage sur vos outils numériques. Ensuite, dans le so what, qu'est-ce que je fais? C'est les mises à jour. Alors Dieu merci, c'est de plus en plus automatisé. En particulier pour tout ce qui est système d'exploitation, Windows 10 par exemple. Mais vous devez également mettre à jour le pilote de votre carte graphique. Le pilote, c'est le logiciel qui fait l'interface entre l'ordinateur et un périphérique. Mettre à jour donc vos pilotes de carte graphique, d'imprimante, de tous vos logiciels. Ensuite, évidemment, avoir un antivirus. Voire chiffrer votre outil numérique. Ça veut dire quoi le chiffrement? Ça veut dire que vous allez rendre illisible le contenu, par exemple, de votre ordinateur ou de votre clé USB, vous le perdez. Qui n'a jamais oublié son parapluie? Eh bien aujourd'hui, qui n'a pas oublié ou perdu sa clé USB? Quelqu'un trouve la clé USB dans la rue, vous l'avez chiffrée, vous avez jeté un premier filet de protection sur vos données confidentielles. La personne va trouver la clé USB, elle va la lire, c'est humain, mais elle ne pourra rien en faire. Et ensuite, s'il n'y a qu'une seule chose que vous pourriez retenir de cette partie, c'est la sauvegarde. Sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Nombre de fois où j'ai vu des étudiants qui venaient me voir en disant « Monsieur, mon mémoire, j'ai tout perdu. Les 150 pages que j'ai écrites, volatilisées. » Et c'était même pas une attaque informatique, c'est l'ordinateur qui s'était planté. Si vous sauvegardez vos données sur une clé USB, un disque dur externe, dans le cloud, où vous voulez, vous aurez toujours à repartir d'un point de départ, d'une situation telle qu'elle existait avant. Ce qui a sauvé la petite entreprise qui fabriquait des boulons et des vis, c'est qu'elle avait fait des sauvegardes qui étaient organisées. Alors sauvegardez, sauvegardez, sauvegardez. Maintenant, dans le so what, si vous êtes responsable ou un manager, les 3 étapes, c'est inutile, c'est dangereux, c'est évident. Surtout, ne déportez pas cette problématique. Ne dites pas la cybersécurité, ce n'est pas mon problème. Il ne s'agit pas de faire de vous, le manager, un expert technique. Ce n'est pas le problème. Mais vous devez être conscient des enjeux et des conséquences. Et donc, vous les appropriez pour vous-même. Ensuite, ce qui est fondamental, c'est que vous devez raisonner en termes de gestion du risque, puis vous vous adaptez. Il ne s'agit pas d'abord d'avoir une réflexion technique. Il faut se dire, qu'est-ce que je risque le plus? Et après, je m'adapte. Prenons un exemple très simple. Vous gérez un site de commerce en ligne, un site d'e-commerce. L'essentiel de votre chiffre d'affaires, vous le faites en fin d'année. Donc, si vous perdez la fin d'année, vous allez peut-être mettre la clé sous la porte. Donc, sur l'ensemble de votre problématique, vous allez vérifier que vous êtes bien approvisionné en fin d'année. Mais sur la partie cybersécurité,
vous allez blinder cette partie-là de l'année. Et mon Dieu, si vous êtes attaqué au mois de juin pendant 2-3 jours, est-ce que c'est si grave? Rappelez-vous de nouveau le coût de la non-qualité. Mais vous devez d'abord raisonner en termes de risque. Quel est mon risque et comment je m'adapte? Et ensuite, vous avez un raisonnement technique. La cybersécurité, de nouveau, ce n'est pas de la technique. 80, 90%, 95% de la cybersécurité, c'est de la sensibilisation. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est de la formation, c'est de l'organisation. Donnez également les outils. C'est ce qui est juste après, il faut être user-friendly. Il faut faciliter la vie des gens. Il ne faut pas qu'ils se prennent la tête. Donnez-leur une messagerie sécurisée. Faites en sorte que leurs outils, en particulier pour les nomades, soient chiffrés automatiquement, qu'ils ne se posent même pas la question. Donnez-leur un VPN, très utile pour les nomades. Un VPN va créer un tunnel chiffré entre l'ordinateur destin et un serveur. Et le pirate, même s'il est au milieu, ne pourra pas savoir ce qui passe sur le flux. Ne compliquons pas la vie des gens. Donnons-leur les bons outils. Pour comprendre facilement les RGPD, il y a 3 volets principaux à avoir en tête. En premier point, le privacy by design. L'organisation, la protection de la donnée personnelle by design dès la conception. Deuxième point, deuxième volet, le secure by design. Le système d'information dans lequel va se trouver la donnée personnelle doit lui aussi être protégé, cybersécurisé si vous préférez, dès la conception. Et quelqu'un qui va articuler un peu tout cela, c'est le DPD, le délégué à la protection des données. Insistons d'abord sur le privacy by design. 4 points principaux. La transparence. Ça veut dire quoi? Je dois comprendre de façon claire ce qui va être fait de mes données. Dès que j'ai compris de façon claire ce qui va être fait de mes données, je dois donner mon consentement de façon éclairée. J'ai compris ce qu'on en fait, j'accepte ce qu'on en fait. Très souvent, maintenant, c'est une case à cocher. Avant, la case était cochée d'office. Maintenant, on vous pose la question. Comment sont traitées vos données? Et vous acceptez ou vous refusez. Troisième élément, la portabilité. Ça veut dire quoi? Un peu comme votre numéro de téléphone portable. Vous voulez changer d'opérateur, vous allez faire une portabilité de votre numéro de téléphone portable. C'est le même principe. Toutes vos données sont par exemple chez Google. Vous voulez toutes les amener à Yahoo, c'est un exemple. Eh ben, Google doit organiser le transfert de ces données. En fait, vous donnez un fichier que vous allez pouvoir donner à Google avec toutes vos données, à Yahoo, pardon, avec toutes vos données personnelles. Et enfin, le droit à l'oubli. Vous voulez qu'on enlève des choses qui concernent par exemple votre vie privée. Vous regrettez par exemple d'avoir mis des choses sur Internet. Eh ben, vous allez demander à avoir le droit à l'oubli. C'est pas toujours évident à mettre en œuvre, entre parenthèses, le droit à l'oubli. Typiquement, on vous voit un peu ivre sur Facebook et vous souhaitez enlever ça. Alors peut-être que votre demande va être agréée, mais une fois que c'est sur Internet, c'est sur Internet. Et après, c'est très dur d'en récupérer tous les morceaux. Privacy by design, protection de la donnée personnelle dès la conception. Secure by design, protection du système d'information. Vos données vont être protégées sur un système d'information qui doit être lui-même sécurisé. Si jamais on découvre, ou celui qui gère vos données découvre une faille sur son propre système d'information, il doit le notifier. En France, à la CNIL et à l'ANSSI. CNIL, Commission nationale informatique et liberté, ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voir le site sur lequel il y a vos données, votre nom, votre prénom, c'est ça une donnée personnelle. Votre adresse mail, votre numéro de carte bancaire, ça a été piraté, c'est dans la nature, et ben le site, celui qui gère le site, doit en faire la publicité. J'ai été attaqué, je vous préviens que vos données sont dans la nature. Secure by design, le système d'information sur lequel sont vos données, doit lui-même être protégé, doit être sécurisé. À l'articulation du privacy by design et du secure by design, on va trouver le délégué à la protection des données, le DPD. Il faut d'abord bien avoir à l'esprit que depuis mai 2018, nous sommes passés d'une logique déclarative à une logique de mise en conformité. Avant mai 2018, on créait son site internet, on y mettait des données personnelles, on faisait une simple déclaration à la CNIL. La CNIL, en France, est le bras armé de l'Union européenne en ce qui concerne la RGPD. Maintenant, on va créer notre site internet, on va émettre des données, on va vérifier que ces données sont protégées et sécurisées, et la CNIL, éventuellement, pourra venir vérifier que tout ça, c'est bien conforme à la RGPD. Mutualisation possible, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'une petite mairie en France. Il est évident qu'elle n'aura pas les moyens
d'embaucher un DPD pour elle toute seule. Et donc, il est parfaitement possible d'imaginer que les DPD soient au niveau de la communauté de communes, voire au niveau des départements. Et il va donc assurer ses missions pour l'ensemble de ses collectivités territoriales. Enfin, il faut bien comprendre que la logique du DPD est une logique d'accompagnement, d'aide à l'organisation autour de la RGPD, de la mise en conformité de la RGPD, et ensuite s'assurer que tout va bien. Il ne s'agit pas d'un garde-chourme qui va venir en permanence taper sur les doigts. Non et non. Il va être là pour accompagner la dynamique et aider l'organisation qu'il a à gérer à se mettre en conformité. Nous arrivons au bout de cette première semaine. Revoyons rapidement ce que nous avons vu ensemble. Nous avons d'abord étudié, constaté qu'il y avait l'évolution de la société et qu'il fallait prendre en compte d'abord cette évolution de la société avant de réfléchir en termes techniques, en termes de cybersécurité. Nous avons ensuite détaillé quelques notions de base. Le 2, le 3 et le 7, si vous aimez déjà l'UBS. Mais en tout cas, le 2 et le 3. Nous avons vu quelques aspects techniques, quelques aspects sociologiques. Le pirate, qui est-il? Le piratage, c'est quoi? Comment ça se passe? Le so what? Nous nous sommes posé la question, la cybersécurité, ces attaques, en quoi ça m'impacte moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et nous avons vu qu'au bout du bout, la cybersécurité, ce n'est pas si compliqué que cela. Et enfin, nous avons eu un petit zoom, un éclairage sur les RGPD. Quelques mots de conclusion. Confiance, intégrité, authentification. Confiance. Est-ce que j'ai confiance dans mon outil numérique? Mon smartphone, j'ai toute ma vie dessus. Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Est-ce qu'il n'envoie pas des données à mon insu? Et encore une fois, toute ma vie est sur cet outil. Dans quelle mesure est-ce que je peux avoir confiance? Tout repose aujourd'hui dans cette évolution technologique autour de la notion de confiance. Intégrité. Est-ce que mes données sur mon ordinateur sont bien celles que j'y ai mises? Est-ce que quelqu'un les a altérées? Est-ce que quelqu'un les a effacées? Est-ce que quelqu'un les a modifiées? Ou, au contraire, sont-elles restées bien intègres? Et enfin, l'authentification. Est-ce que c'est bien moi qui ai accès à mon propre outil? Est-ce que c'est bien moi qui vais accéder à mon smartphone? J'ai été très fier de débuter ce MOOC autour de la cybersécurité. Ce premier MOOC de l'Université Bretagne Sud. Surtout, j'ai été très heureux de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas à revenir sur telle ou telle des capsules de cette semaine. Elles sont à votre disposition. Et nous espérons, toute l'équipe du MOOC, vous retrouver en seconde semaine.